presque tous les matins, en me rasant, je me dis, bon Dieu, ce que je suis bête. Et je ne pense pas devenir président de la République, je vous rassure. Mais il y a des matins où je me le dis encore plus. Et ce matin en est un. Parce que je me dis, mais quand même, déjà il y a 2 ans, l'an dernier, je crois que c'était Laure Saint-Raymond qui avait lancé le séminaire. Et il y a 2 ans, je l'avais fait, ou il y a 3 ans, ou il y a X années, je l'avais fait et je me dis, mais t'es trop vieux pour faire ça, c'est trop dur. Surtout que vous avez vu que je ne suis pas vraiment en train de suivre mes notes quand je fais des exposés ou des cours. Donc, d'où une dépense d'énergie terrible. Donc tout ça pour dire que, comme un con, je me suis dit, allez, je vais faire l'exposé aujourd'hui. Je fais l'exposé et là, au moment de le faire, j'ai quand même un sérieux coup de pompe. Donc désolé, je vais essayer de le faire le plus clair et compact possible. D'une certaine manière, tout ce que je vais vous dire est très très élémentaire, même si les objets de départ, une fois qu'on a compris, c'est extrêmement simple. On peut le voir d'ailleurs comme une sorte de généralisation pas vraiment compliquée à 2 normes des théorèmes style Cauchy-Lifshitz. Cauchy-Lifshitz, qu'est-ce que je raconte Cauchy-Lifshitz pour l'existence et l'unicité d'une solution maximale d'équation différentielle ordinaire. Mais la question est de trouver les bons espaces et puis de gérer le fait qu'on a plusieurs normes. Et en fait, ce n'est pas très compliqué, donc j'expliquerai certainement un petit peu ça sur une version abstraite de cette remarque, mais qui est vraiment une remarque. Donc, je vais vous parler de solutions lipschitziennes, des MFG. En toile de fond, c'est à la Cauchy-Lipschitz. Et d'identifier la régularité lipschitzienne comme étant suffisante, alors qu'il peut y avoir des tonnes de dérivés dans les MFG, et qu'en plus sont des équations en dimension infinie. Alors, travail commun avec Charles Bertucci. Je cite Jean-Michel avant qu'il ne s'endorme. Et moi. Bon. Alors, je ne vais pas en faire des tonnes sur les espaces, sur les MFG. Et là, c'est vraiment pour le caractère bien posé et pour dire que caractère bien posé localement, enfin sur des horizons temporels finis, caractère bien posé. Avec une méthode suffisamment robuste pour que le caractère bien posé fonctionne même pour des MFG d'ordre 2, hein, c'est-à-dire avec des stratégies dans les coefficients du bruit. Ouais, un peu plus de régularité, ça sera toujours lipschitzien, mais pas pour le même objet. On va le voir, on va changer d'objet aussi, quelque part. Caractère bien posé localement en temps, avec des conséquences assez que j'avais déjà mentionnées sur les MFG, c'est que s'il y a une solution régulière, elle est unique, et donc elle est unique parmi les solutions régulières. Il y a encore des petites questions sur sur des unicités fort faibles, c'est vrai en dimension finie, c'est plus compliqué en dimension infinie, et puis il y a surtout la définition des solutions faibles, donc ça, on le verra tranquillement. Donc, les équations, les exemples de résultats, parce que c'est comme pour la progression dynamique, hein, les jeux à champ moyen, il n'y a pas l'équation de Bellman qui couvre toutes les situations, il y a des multiples variantes. Donc je vais prendre les 3 situations canoniques et on peut prendre toutes les variantes, ou presque toutes les variantes. Donc exemple de résultat. Et puis la remarque sur les équations différentielles ordinaires, mais
éventuellement au sens fonctionnel. Voilà. Après, il y a des tas d'extensions, c'est pas le problème. Alors, pour les équations, je vais essayer de les causer là. Je vais regarder 2-3 cas. Donc, l'espace d'état fini, où les équations et... Donc, les notations sont très trompeuses dans ce que je vais raconter, parce que le x ne signifie pas la même chose d'une équation à l'autre, et le u ne signifie pas la même chose d'une équation à l'autre. Bon, j'expliquerai les différences. Donc, du sur dt, donc je vais essayer d'utiliser un grand x, et là, je vais mettre un a de x et de u, ça peut aussi dépendre du temps, gradient par rapport à x. Donc ça sera un champ de vecteurs, on est dans RD. A est un champ de vecteurs de RD dans RD, le grand X est dans RD, et U est de RD à valeur dans RD. Donc il y a D équations là-dedans. Égale B de X et de U. U en T égale à 0 égale à U0. Bien. Donc là, c'est une situation qui, dans notre terminologie des MFG, est considérée comme déterministe, mais vous pouvez rajouter tous les termes de bruit que vous voulez et ça ne changera rien. Alors les termes de bruit, ça peut être un Laplacien, en général, pour être réaliste, c'est un Laplacien partiel, uniquement par rapport à certaines coordonnées. Cela peut être des sauts, qui sont plus naturels au niveau d'un espace d'état fini, donc qui entraînent des termes d'ordre, qui sont de termes d'ordre 0, du style U moins dt étoile de U de tx. Donc typiquement, ou des Laplaciens en x partiels, en x' de U, et ou des choses beaucoup plus compliquées. Ça sera exactement pareil. Bon. Pas compliqué. Ensuite, il y a dans un espace de Hilbert. Alors typiquement pour les MFG, c'est ce qu'on appelle l'approche hilbertienne, mais en fait c'est une équation aux dérivées partielles non linéaires dans un espace de Hilbert. Et même d'ailleurs, Hilbert, c'est pas si important que ça. Vous verrez, c'est ce qu'il faut surtout, c'est bon, enfin c'est plein de banards marcherait aussi. Et je vais copier la formulation précédente. C'est-à-dire que le U est quelque chose qui dépend de grand X et de T, mais maintenant X appartient à H. Et le U de X et de T appartient à H. Et je prends la même équation. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ici, vous avez un A de X et de U qui est un élément de H. Vous avez un U qui est dans H, dont vous prenez le dxU et vous prenez le produit scalaire de A et de dxU. Si vous voulez vraiment prendre un gradient, vous scalarisez ceci et vous dites que U scalaire xi vérifie du scalaire xi plus A de x et de U gradient, et là c'est vraiment le gradient parce que c'est une fonction scalaire, de U scalaire xi égale B scalaire xi. Donc c'est exactement la même équation, je ne vais pas la réécrire. Et un bruit typique, ce qui dans le vocable des MFG est un bruit commun pour les MFG, ça consiste précisément, par exemple, mais ce n'est absolument pas nécessaire, à rajouter un Laplacien partiel. Si je n'ai que des mouvements browniens, ça peut être des opérateurs elliptiques plus compliqués, ça ne change absolument rien à l'approche, c'est exactement pareil, y compris des opérateurs elliptiques dont les coefficients dépendent de x, etc., de grand X, ce qui pour les MFG veut dire des choses qui dépendent de m. Ça ne changera rigoureusement rien avec des hypothèses de l'épsilonité partout.
Donc je vous présente les exemples les plus simples avec une robustesse à l'image de la simplicité de l'approche. C'est donc une robustesse très forte et une simplicité très forte aussi. Donc, plus bruit commun et MFG. Donc, cela peut être que vous rajoutez, si on veut faire simple, un moins laplacien par rapport dans des directions, ou tout simplement c'est un moins trace de A D2U. Donc, vous rajoutez ceci dans l'équation dans laquelle A est un opérateur hermitien de trace finie. Positif ou nul, de trace finie. Bon. Donc un cas très particulier, c'est un A dont le spectre est entièrement nul, sauf dans des directions indépendantes, orthonormées, où la valeur propre est 1. Donc ça s'appelle le Laplacien partiel. OK. Donc ça correspond aux MFG absolument généraux avec des bruits communs. Et j'insiste sur le fait ici des extensions. Mais j'aime bien signaler ici des extensions où A dépend de X. Et absolument OK. En fait, il faudra que la racine carrée, il faudra que A1,5 soit lipschitzian. C'est ça l'hypothèse qu'il faudra pour qu'on puisse dérouler la machine. On pourrait avoir des A de X et de U, mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça devient vraiment... je n'ai pas trop de justification pour ça. Et enfin, les MFG, traditionnellement, en tout cas les MFG, quand je parle de MFG, pendant longtemps, je me suis levé tôt, pendant longtemps, on écrivait des systèmes forward-backward qui ne sont que un cas très particulier de ce que sont vraiment les MFG, c'est-à-dire des modèles d'équilibre pour un grand nombre de joueurs. Et donc, toutes les équations dont je parle sont dans la littérature des MFG, des master equations. Et donc, le troisième exemple, c'est de dire on va travailler sur RD, croit l'espace des probabilités, ça pourrait être l'espace des mesures. Je le restreins à l'espace des probabilités parce que dans l'exemple que je vais considérer, le nombre total d'acteurs, de joueurs est constant dans le temps. Donc on le prend égal à 1, ça fait des mesures de probabilité, puisque cette partie-là, c'est pour l'état d'un joueur générique, et cette partie-là, ça c'est les variables d'état pour un joueur générique, et ça c'est la variable d'état de la foule. C'est la mesure de proba. Mais il faut garder en tête qu'il y a de nombreuses situations, et c'est d'ailleurs particulièrement intéressant vu de la théorie des jeux, parce que la théorie des jeux à n joueurs, quand n varie au cours du jeu, c'est l'enfer, ne serait-ce qu'à écrire. C'est comme penser à des systèmes de particules. Vous avez l'interaction de n particules, mais au cours du temps, le nombre n, il varie. Je ne sais pas comment on écrit ce genre de bazar. Ce n'est pas très mécanique, mais dans des situations de la vie réelle, ben oui, il y a des gens qui sortent de la partie, ils meurent, ou simplement ils sont ruinés, ou simplement ils vont voir ailleurs. OK. Donc, l'idée, ce qui est en fait le cas avec l'approche hilbertienne, l'idée de travailler sur les mesures de proba avec des outils qui ne s'étendraient pas à l'espace des mesures est une idée qui est dangereuse. Bon. Donc, cela veut dire que, bien entendu, sur RD, déjà, sur l'espace d'état, on aura la norme euclidienne. Là, on a évidemment la norme hilbertienne, et ici la norme euclidienne. Mais sur P, il n'y a pas le choix. On va le munir de la norme
de Monch-Kantorowicz, qui est la distance de Wasserstein 1, qui est la norme W moins 1, peu importe. L'énorme avantage, c'est que celle-là, elle marche sur M. Et les autres créent automatiquement des singularités en zéro. Et donc, si on n'est pas dans des situations où on n'est pas sûr de passer par zéro, de ne pas passer par zéro, on va créer des singularités qui sont uniquement liées à la métrique, donc c'est complètement idiot. Donc ça, c'est une petite remarque, parce qu'on n'a pas envie, en général, on préfère travailler avec la distance 2 de Wasserstein, qui donne l'impression d'être plus lisse. Après, et quand on va mesurer la régularité de fonctions, être lipschitzien pour la distance 1 de Wasserstein, ce n'est pas la même chose que d'être lipschitzien pour la distance 2 de Wasserstein, en toute généralité. C'est la même continuité, mais on la mesure de manière différente. Bon. Donc, le troisième cas, c'est ce cas-là. Et en fait, je vais écrire un MFG au sens généralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout au sens d'équilibre général. Et je ne vais pas l'écrire ici, parce que ce n'est pas sur le MFG que je vais écrire que je vais travailler. Donc le MFG, traditionnellement, j'ai changé le sens du temps, va se présenter sous une forme qui est du style peu importe, plus un A de x et de gradient U, gradient par rapport à x, excusez-moi, un A de x et de m et de gradient U, gradient par rapport à x. Éventuellement, là encore, on peut avoir des opérateurs beaucoup plus compliqués que juste Laplacien, ou avec beaucoup plus de dépendance, ça ne changera rien, moins Laplacien x. Donc ça, c'est la partie décision pour un joueur générique. Un joueur générique dont l'état est x va, à chaque instant, prendre des décisions. Ces décisions, il les évalue à travers, ça c'est le bruit auquel il est soumis, son bruit à lui, indépendant du bruit des autres, et ça c'est la manière quantifiée de prendre sa décision. Ça peut être une décision de type Hamilton-Jacobi-Bellman, auquel cas on a un certain Hamiltonien. Ça peut être une décision automatique en fonction de style agent-based model, auquel cas vous auriez un certain champ de vecteurs qui dépend de l'état fois gradient XU, avec éventuellement une fonction, donc ce terme linéaire, et puis un terme d'évaluation qui ne dépend que de x et de m. Bon, donc ça c'est ce que j'appelle le bloc de décision, ça c'est une partie du bloc lié à l'aléa. Évidemment, chaque joueur générique ayant pris cette décision, cette décision va impacter le mouvement, va changer son état, évidemment. Et si l'état de chacun des joueurs change, globalement, la mesure change. Elle est en particulier transportée par les décisions individuelles. Donc, on doit avoir un terme de transport dans l'équation qui correspond au fait que l'état global de la foule va bouger de par les décisions individuelles, mais il peut aussi bouger pour des raisons externes globales, beaucoup plus globales. Donc, vous avez un dm sur dt. Ah, pardonnez-moi. Un dmu, dérivé,
dans la direction, en fait c'est vraiment une dérivée au sens du transport, mais si on veut écrire ça vraiment le plus en équation, eh bien vous allez mettre ici un moins divergence de B. Dans le B, j'écris une fois et une seule tout ce qu'il y a, donc il y a tout le même bazar ici. Le gradient U faisant référence à si ça c'est une manière de décider de la stratégie, eh bien l'impact sur la dynamique de la foule va dépendre de ce choix. Donc il peut y avoir ou pas une relation entre les deux. Certainement le B peut être ressembler à la dérivée de A par rapport à cette variable, ça serait la décision de Bellman qui conduit au contrôle optimal, mais ce n'est pas obligé. Et donc vous avez une opération comme ceci. Donc ça c'est la partie décision, ça c'est la partie transport. Et quant à la partie du bruit, ben donc, ça c'est pour des bruits indépendants. Si vous avez, donc je vais mettre ici, je sais pas, un U, et puis un moins U' laplacien X en U, ça ce sont les bruits indépendants. Donc je suis soumis à chacun des joueurs est soumis à un certain aléa qui est indépendant des aléas des autres, et puis ça c'est l'aléa commun. Il n'y a pas grand-chose en EA. À part des généralisations de la structure de bruit, cette séparation, cette classification est normale vu le fait que les joueurs sont indistinguables. Donc, sur les bruits indépendants et les bruits communs, vous avez un moins nu. Je suis en train de dire des bêtises. Laplacien M. Donc les divergences M est une mesure de probabilité, donc ça c'est l'extension M, mais j'aurais bien dû dire qu'évidemment c'est une mesure de probabilité sur l'espace des états des joueurs. Et ça c'est simplement le fait de dire que s'il y a une agitation de type brownienne sur les X, eh bien ça crée un terme de transport sur la mesure de la foule qui est celui-ci. Donc ici j'ai un moins nu plus nu prime. Mais l'agitation aléatoire par le bruit commun des X et donc des M, cette agitation aléatoire eh bien, nous crée par une corrélation entre l'aléa sur le X mesuré par nu prime et l'aléa sur les M, et donc ce n'est pas surprenant d'avoir, je vais mettre peut-être des demi comme ceci, comme ça j'aurai plus que des racines carrées dans les évolutions stochastiques, et là j'ai un 1, qui est là c'est certain, maintenant c'est un nu prime, et ça c'est juste le terme lié au fait qu'on a le même brownien en M et en X. Donc DMU. Et lorsque vous faites le calcul, vous trouvez ça. Et ici, c'est gradient XM. Bon, on peut passer des heures à détailler la signification de chacun de ces termes. Donc, dites-vous que nu', c'est le transport de X et de M par un même brownien, et que nu, c'est son brownien à lui. J'ai écrit quelque chose de... Je suis tellement fatigué que tu me... C'est pas nu plus nu prime sur 2 dans le terme devant la place 1, il n'y a que le nu. Il y a un terme d'ordre 2 en M. Il faut virer le nu prime quelque part, hein? Oui, c'est dans les projets, en bas. Oui, il n'y est pas, évidemment. Je suis fatigué. D'accord avec ça. Donc là, il y est, ça c'est clair. Non, mais s'il est là, il est obligé d'être là, Charles. Mais il y a aussi des termes d'ordre 2. Voilà, c'est ça. Non, ok. Donc ce que j'avais écrit était correct, mais je n'avais pas fini. Ok. Donc s'il y a un transport par exemple, un brownien en M, donc ça, vous avez tous ces termes-là. Donc là, ils sont corrects. Évidemment, vous avez un terme en plus qui est le moins nu' sur 2.
c'est le Laplacien dans l'espace des mesures de proba, qui est un D2M U, et ça c'est simplement les trans par gradient XM, un gradient XM. Bon, alors tous les termes avec des Laplaciens sont liés au bruit. Alors ça fait beaucoup de dérivés, mais c'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Alors, j'ai utilisé la même lettre U, je vous avais prévenu, j'ai utilisé la même lettre U dans les trois exemples, qui sont toutes les trois des master equations. Pourtant, ce n'est pas le même U. Typiquement, quand vous voulez passer de là à là, avec nu égale à 0, c'est nu et non nul, on peut le faire aussi, une formulation hilbertienne, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut la restreindre à des fonctions qui sont définies. L'espace de Hilbert, c'est un espace de probabilité, donc un espace de variables aléatoires. Donc, vous représentez la foule, au lieu que ce soit par une mesure de proba, vous le représentez par une variable aléatoire dont la loi est la mesure dont je parlais à un instant. Donc, cette variable aléatoire, ce qui compte, c'est sa loi, vue des MFG. Et lorsque vous faites ceci, la règle de passage, c'est que le U qui est ici et le U qui sont là, donc je vais l'appeler U chapeau. Donc imaginez qu'il y ait des U chapeaux partout. Eh bien, le U qui est là, lorsque H est donné par l'espace des variables aléatoires de carré intégrable, par exemple, c'est le U qui est là, c'est un U qui dépend donc d'une variable aléatoire et qui se trouve être le gradient par rapport à petit x du U chapeau, la solution de ce bazar-là. Le U chapeau, il dépend de x et de m. Pour le petit x, vous le remplacez par grand X, et pour le m, vous le remplacez par la loi de grand X. Donc, c'est une compactification qui fait que, même si on a des solutions classiques, il y a des petites choses à dire sur la remontée. C'est-à-dire que si on a trouvé cette truc-là, est-ce qu'on a vraiment trouvé le U chapeau? La réponse est oui, avec de la régularité. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et donc, vous avez quelque chose, d'une part, qui est concaténé, et d'autre part, dans lequel vous êtes descendu d'un cran sur les fonctions. C'est-à-dire que c'est le gradient par rapport à x qui résout cette équation aussi proche de cette équation, ce système hyperbolique non linéaire, avec éventuellement un peu de régularisation. Bien. Donc si je travaille sur l'espace des probas et que je veux avoir tout sur le même plan, je ne vais pas rester avec ça. Et ce avec quoi, si on regarde cette correspondance avec l'espace de Hilbert, ben vous avez envie, lorsque U chapeau est la solution qui précède, vous avez envie de travailler non pas avec U, mais avec le gradient par rapport à x de U chapeau en x et en m. Et c'est ça sur lequel je vais regarder. Donc attention, quand je vais parler de régularité lipschitzienne, cela sera pour le gradient par rapport à x de U chapeau. Donc ça sera de la lipschitzianité en x et m. Donc cela voudra dire C1 en x et une dérivée mixte dx dm bornée. Parce qu'on est en dimension infinie, donc lipschitzien, ça ne veut pas nécessairement dire dérivée bornée. Enfin bon, si, mais c'est compliqué. Ça dépend en quel sens tout ça. Alors, donc, le point, c'est quelle équation on obtient. Et donc, j'aurais dû être plus prudent que ça et mettre un A chapeau ici. Celui-là, je le laisse, ça sera le même B. Donc, j'ai mis des chapeaux partout sur l'équation de départ. Donc, j'oublie la formulation, entre guillemets, standard, déjà passablement compliquée. J'oublie cette formulation
pour la remplacer par une autre formulation qui est la formulation obtenue en dérivant. Et donc que je vais maintenant écrire comme étant A. Donc j'allège les notations. Hein. A dxu moins le terme que je vais baptiser n, qui est tout le bruit. Donc n comme bruit, c'est n for noise. Donc je ne le réécris pas, on a l'impression que c'est plus simple comme ça. Donc, et puis le terme en dmu, parce que ça c'est une dérivée directionnelle, donc vous faites taper la dérivée. Quand vous faites taper la dérivée, ben, vous récupérez tout un tas de trucs comme ça. Vous rejetez tout ce qui ne fait pas apparaître dxu au second membre, donc ça sera égal à b. Et dans le dmu, je glisse ici quelque chose qui est un c fois m. Donc a et c sont des fonctions de quoi? Sont des fonctions de x de m. Et observez qu'à la base, c'était des fonctions de gradient U. Mais gradient U, c'est gradient U chapeau. Donc c'est U. Donc on a quelque chose qui est tout sur le même plan, qui est exactement du même type que ce type d'équation, à part que l'espace dans lequel on travaille change. Bon, et sur le Laplacien, lorsqu'il n'y a pas de bruit commun, vous avez vraiment une structure qui est totalement semblable aux structures dont je parlais précédemment. Bruit commun, il y a ce terme croisé, mais qui n'est pas beaucoup plus compliqué. Bon, voilà, fini pour la présentation des équations. C'est automatiquement un peu long. Alors, sur le caractère bien posé, il y a un certain nombre de travaux avec des classes de régularité plus ou moins compliquées. J'ai donné là-dedans, il y a très longtemps dans mes cours, j'avais expliqué pourquoi. Si l'horizon du problème, et l'horizon du problème, c'est de dire, je prends des problèmes forward, t varie dans un intervalle 0 grand t. De comprendre pourquoi, sans travailler très finement sur les classes de régularité, pourquoi, si grand t était pas trop grand, dépendant de la condition initiale, on avait une unique solution. Bon, côté bien posé, classique. Donc il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Et puis il y a ce qui est connu aussi, donc des résultats pour t petit, mais rien que je considérais de très propre et surtout d'une identification raisonnable de la classe de régularité dans laquelle le caractère est bien posé. Et alors que lorsqu'on regarde ici, la classe de régularité est relativement claire. J'y reviendrai. Alors, résultat pour t petit. Il y a des résultats globaux. Qui sont tous liés peu ou prou à une forme de monotonie. Donc ça, je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. C'est vraiment, si vous connaissez un peu les MFG, vous connaissez ces classes, ces régimes. Sinon, c'est pas grave. Et puis, il y a le fait qu'en général, il y a singularité en temps fini. Parce que, là c'est plus compliqué de s'en rendre compte, mais quand vous pensez à ce système hyperbolique, j'ai bien insisté sur le fait que de la diffusion, vous ne l'aviez pas dans toutes les directions. Donc vous restez avec une partie hyperbolique qui en général va générer des termes irréguliers.
sauf justement s'il y a la monotonie, et là, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien avec les caractéristiques, avec tout ce que vous voulez. Mais en général, prenez l'exemple le plus simple, sans bruit en dimension 1, B égale 0, A égale U, et bien clairement, en dimension 1, du sur dt plus U sur du sur dx, c'est un cas ultra particulier de ce cas-là. L'équation de Burger, ben vous savez que, sauf si la condition initiale est croissante, une singularité va apparaître. Si elle est croissante, c'est-à-dire monotone, dans ce que je vous disais, à ce moment-là, la régularité est préservée. Donc on voit sur cet exemple absolument trivial qu'il n'y a rien d'autre par la monotonie. C'est un peu plus compliqué en général, mais c'est quand même un exemple assez convaincant. Et ça montre qu'en général, il y a des singularités. Alors, depuis quelque temps, on essaie de réfléchir un peu systématiquement, donc ce n'est pas la peine de s'acharner à avoir des résultats globaux. Ils vont être de toute façon limités de par la présence des singularités. Donc la question c'est déjà, est-ce qu'on peut mesurer une bonne classe de régularité? Ça c'est la question la plus facile et on va y répondre aujourd'hui. Deuxième question, c'est est-ce qu'on saurait définir des solutions faibles? Et la grosse différence avec une interprétation mécanique ou physique, c'est que si on parle de solutions faibles dans des systèmes mécaniques ou physiques, on sent qu'il y a, s'il y a plein de solutions faibles, multiplicité de solutions faibles, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une solution physique. D'où les critères d'entropie, etc., etc. Bien. Dans les motivations que nous avons, il n'y a aucune raison de privilégier une solution plutôt que d'autres. Ça peut correspondre à aucune critères anthropiques, etc. On peut dire on va faire des régularisations, mais les régularisations en dimension infinie, il y a de la variété. C'est à la fois, ça marche moins bien qu'en dimension finie, et puis il y a de la variété. Donc il n'y a pas de côté intrinsèque dans la régularisation, comme c'est le cas en dimension. En plus, les régularisations, si on veut qu'elles aient un sens en termes de modélisation, elles sont souvent non linéaires. Et même si vous prenez l'équation de Burgers et que vous commencez à mettre des régularisations non linéaires, vous ne récupérez pas les mêmes solutions à la limite. Ce ne sont pas les mêmes critères d'entropie qui sont naturels suivant la régularisation. Ce n'est pas universel la solution anthropique, ça dépend du type de régularisation. Pour les régularisations les plus naturelles, c'est-à-dire linéaires, il n'y a pas de souci. Dès que vous commencez à mettre des régularisations quasi-linéaires, vous pouvez avoir des surprises. C'est lié au fait que si vous résolvez une loi de conservation scalaire, f de u vérifie, ou f' de u vérifie l'équation de Burgers. Et sur la première équation, si vous prenez une solution anthropique, eh bien le f' de u, ce n'est pas la solution anthropique de Burgers. Pourtant, le f de u, s'il est croissant, vous l'obtenez par régularisation. Et donc, il y a une régularisation de Burgers qui ne donne pas, non linéaire, qui ne donne pas la solution anthropique. Donc ça, c'est ce phénomène, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas présent, puisqu'il n'y a pas de régularisation qui soit absolument naturelle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au-delà de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, en quelques mots, il y a les questions ouvertes, je préfère m'arrêter là-dessus, c'est les solutions faibles, et comment définir des solutions faibles? Alors, il y a quelques petits exemples où on sait le faire, mais qui ne représentent absolument pas la difficulté générale. C'est-à-dire moins que l'Lipschitzienne, et quand on sera moins de l'Lipschitzienne, ça va être essentiellement borné à la place d'être Lipschitzienne. Même la continuité va être perdue.
C'est comme dans Burgers, hein, vous avez vraiment un saut qui apparaît. Donc, on va démontrer que, comme dans Burgers, dans un régime lipschitsien, le système est bien posé. Et d'ailleurs, dans Burgers, quand vous voulez démontrer la démonstration la plus simple de l'explosion dans Burgers, à part la construction explicite, qui est encore plus simple, c'est de dériver, hein, c'est de regarder UX. Donc de mesurer la bornitude de la dérivée. Et c'est exactement ce que l'on va faire. Donc on est quand même un peu plus loin de Burgers quand on écrit des équations comme ça, mais à la fin, c'est le même ressort qui va fonctionner. Alors, des solutions faibles, et pas nécessairement uniques, ça j'y crois absolument pas. Et à vrai dire, en termes de modélisation, nous sommes quelques-uns à penser qu'il faut compléter la modélisation pour le choix entre les solutions faibles. On n'en est pas là, on ne sait même pas les définir, donc il y a du boulot. Mais des règles d'arbitrage, on a déjà rencontré ça avec Jean-Michel et Charles, on a déjà rencontré ça sur des modèles dits de pétrole, les modèles Edmond, où on sentait bien qu'il y a dans les choix entre solutions, que ce soit au bord et puis Yves, pardon, j'ai oublié Yves qui était aussi ici présent, on sentait bien qu'il fallait rajouter des informations pour trier. Alors, ça c'est un peu de wishful thinking. Les résultats, je les ai déjà essentiellement énoncés. Donc c'est que dans toutes les situations, vous avez les fonctions lipschitziennes. Dans le premier exemple, c'est RD. Dans le deuxième exemple, c'est H sur l'espace de Hilbert. Et dans le troisième exemple, c'est RD croix P1. Donc, vous avez une fonction qui est lipschitzienne, votre condition initiale. À ce moment-là, il existe un temps critique qui dépend de U0, tel qu'il existe une unique solution qui soit Lipschitz sur... Alors là-dedans, ça nécessite que tous les A, B soient lipschitziens, etc. Il existe une unique solution lipschitzienne sur 0 TC. Et si TC est fini, U0, U de T, la norme de Lipschitz de U de T tend vers plus infini, si T tend vers TC. Donc là, on est du Cauchy-Lipschitz pur et dur. On peut se douter néanmoins qu'il y a une petite subtilité là-dedans, c'est que quand je dis lipschitzien par rapport à la variable qui est x, grand X dans H ou xm, je n'ai rien dit par rapport au temps. Donc chez Lipschitz, vous avez une solution qui a valeur dans un espace normé, on va dire un banard quelconque, et vous avez une solution qui est continue en temps en valeur dans cet espace. Là, l'espace, c'est l'espace des fonctions lipschitziennes. Il n'y a pas de continuité en temps par rapport à la norme de Lipschitz. Donc ce sont des solutions qui sont, je ne vais pas trop préciser l'espace, mais continues en t et x, et qui sont dans L infini en temps, localement, tant que c'est possible, à valeur dans les fonctions lipschitziennes. Donc attention. Donc là, vous voyez apparaître assez naturellement deux normes, la norme en X et la norme lipschitzienne. Et pourtant, on arrive encore à avoir un théorème de style Cauchy-Lipschitz. Bon, du coup, une remarque qui n'est pas brillante, mais je voulais vous attirer votre attention sur ce point. Alors, deux mots. Donc ça, c'est l'exemple sur les résultats. J'ai déjà indiqué que la classe de Lipschitz était très naturelle. Peut-on descendre en dessous de Lipschitzien? Je ne sais pas. Alors c'est vrai que si on pense en dimension 1 à des équations des équations hyperboliques comme ça, si on a une solution continue, ça veut dire que sa primitive est C1, que c'est donc l'unique solution de l'équation de Hamilton-Jacobi. Mais c'est pas quelque chose la continuité n'est pas une information qui se propage bien.
C'est compliqué. Parce qu'en termes de borne, c'est une borne à l'infini, et ça, il n'y a pas d'explosion de la borne à l'infini. Donc, continuité, j'y crois pas trop. Les C alpha, alors là, moi, je veux bien, mais je craque. C'est la complexité de la chose, et je ne sais pas le faire. C'est-à-dire que je sais remplacer Lipschitzian par un module de Dini de style une condition de Dini, mais je ne sais pas vraiment descendre significativement en dessous de Lipschitz. Bon. Alors, la technique de démonstration, c'est de dire que, je vais l'expliquer rapidement sur le premier exemple, mais tout est pareil là-dedans. C'est que ces équations-là, on va les regarder comme des équations entre guillemets linéaires plus point fixe. Donc ça, c'est le plus simple à écrire, c'est le premier exemple. Donc à la place de U ici, vous mettez V. Ici, vous pouvez laisser U ou mettre un V, comme ça, c'est un terme fixe. Ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance sur le membre de droite. Et donc, vous dites, je prends une solution de cette équation où V est une fonction de x et de t donnée, et je dis U égale V. Bon, pas très brillant comme idée. Alors, pourquoi ça peut être un peu utile, déjà, avant même de faire de l'analyse là-dessus, c'est que si ici, pour l'équation qui est là, Lipschitzien, ça suffit, parce que le gradient est défini presque partout, etc., etc. Mais quand je dis Lipschitzien est l'unique solution lipschitzienne et que je fais la même chose dans l'espace de Hilbert, c'est quoi l'équation? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce que le gradient U, on ne peut pas dire qu'il existe presque partout, en dimension infinie pour une fonction lipschitzienne. En plus, dans les termes de bruit, il y avait des dérivés épouvantables. Donc, en quoi être lipschitzien pour une norme P1, c'est pas beaucoup demandé. Alors qu'on a la dérivée par rapport à IM par rapport à un Laplacien. Donc, c'est pas parce qu'on a écrit ce résultat qu'on sait ce qu'il veut dire, ce résultat. Parce que l'interprétation même des équations n'est pas claire. Alors, si je fais cette histoire de point fixe, j'ai une interprétation qui, elle, est relativement claire, pourvu que je sache donner un sens à ces équations. Alors, je vais prendre le deuxième cas. Le troisième cas, c'est pareil. Et les termes de bruit, c'est simplement rajouter des équations dérivées partielles. Enfin, sur le troisième cas, c'est que ça fait des équations en M, à la place de ce que je vais écrire dans un instant, ou des équations aux dérivées partielles stochastiques. Mais on a toutes les mêmes estimations. C'est exactement pareil. Et alors, d'ailleurs, pour des MFG d'ordre 2, donc, où il y aurait déjà au démarrage des termes de dérivée seconde, c'est plus lipschitzien, c'est plus de dire que dxu est lipschitzien. Je le signale pour les experts. Ce qu'on a fait, dxu chapeau lipschitzien, là, il faut prendre les dérivées secondes en x de u chapeau lipschitzien, et à ce moment-là, c'est le même résultat, même démonstration. Donc là, la littérature est un peu plus raréfiée sur des MFG d'ordre 2. Donc la technique est relativement simple, mais elle est très très robuste. Alors donc, définir ceci, je prends le deuxième cas dans l'espace de Hilbert. Donc on est maintenant dans une situation où on a un d sur dt. Le a de x et de v, c'est un champ de vecteurs. Et lipschitzien, ça veut dire que ce champ de vecteurs est lipschitzien. Bon, le reste, c'est un f de x. Et effectivement, vous avez un opérateur du style moins nu trace de a d2x. Alors là, on est sur des équations de type chaleur dans un espace de Hilbert. Ça, c'était mon cours il y a, je ne sais plus, 2 ans. C'était il y a 2 ans.
Donc je ne vais pas insister là-dessus. Le plus simple dans ce cas particulier, c'est de dire que vous allez en fait définir les solutions. En fait, vous pouvez donner un sens à cette équation au sens de viscosité, et cela vous dit que la solution est donnée par la formule stochastique qui est l'intégrale de 0 à t de f de xt dt, ouais, je crois qu'il n'y a plus rien. Oui, il y a dt, alors c'est pas exact, il faudrait mettre les deux temps. Là, j'ai supprimé les dépendances en temps, mais ça vous donne l'esprit de la chose. Et dx égale plus a de x dt plus racine de 2a dw. Donc j'explique pas trop ça dans le détail, mais c'est l'interprétation habituelle. Bon, et vous voyez que si A est lipschitien, ce qui est le cas, le flot stochastique est lipschitien par rapport à la condition initiale, et vous voyez que donc si F est lipschitien, oui, j'ai oublié la condition initiale, plus U0 de x. Si f est lipschitien, vous lisez sur la formule comme A est lipschitien, ça entraîne que U est Lipschitz. En d'autres termes, vous lisez sur la formule, vous avez la propagation de la norme de Lipschitz dans le point fixe. Après, il faut qu'il y ait une estimation de Lipschitz sur les itérations. Donc vous avez construit ainsi une itération de type point fixe TU, et ce que vous allez avoir, c'est, vous pourrez démontrer que Tn, avoir des estimations Lipschitz lorsque vous allez construire UN, qui est Tn UN-1. Tn, qui est TUN-1. Donc évidemment, pour construire l'existence, il va falloir démontrer que dans une norme qui est dans la norme du sup, c'est une suite de Cauchy dans la norme du sup. Et donc, le point, c'est une suite de Cauchy dans la norme du sup et une estimation de Lipschitz uniforme en n sur un petit temps, sur 0 T0, où T0 est suffisamment petit. Une fois que vous avez ce germe de solution, vous l'étendez par l'argument typique de Cauchy-Lipschitz. Et il y a eu un petit argument pour dire que c'est toute la solution qui explose ici, puisque on reste dans un borné de l'espace des fonctions lipschitziennes et on a la continuité dans une topologie plus faible. Donc attention, c'est pas du coup. Il y a un petit argument à dire qui est légèrement plus sophistiqué que, pas beaucoup plus que Cauchy-Lipschitz. Donc je n'écris pas tous les cas, mais ça c'est la démarche générale. Et que donc il y a d'une part une estimation qui va être du style TU1 moins U2, TU2 en norme du sup à l'instant T. Ça va être majoré, on oublie les conditions initiales, ça va être majoré par quelque chose qui va ressembler à C fois l'intégrale de 0 à T de l'exponentielle de C fois la norme de Lipschitz, par exemple, de U1, de l'un d'entre eux. Donc non, ce n'est pas la norme de Lipschitz, ça c'est la première, c'est la norme de Lipschitz. Et vous allez avoir, par exemple, ici, alors c'est encore un peu plus compliqué que ça, mais bon, je ne serai pas loin de la vérité en écrivant comme ceci. Ça, comment on le fait? On se sert des formules ou des équations et on obtient, c'est une multiplication de ceci par cela. Et on voit qu'on va avoir une itération exactement comme dans Cauchy-Lipschitz pour cette norme-là, si on arrive à contrôler la norme de Lipschitz de manière uniforme.
Donc après, vous pouvez le faire de manière abstraite dans un espace de Banach avec deux normes en généralisant les exponentielles et vous aurez un théorème, j'hésite à dire nouveau, mais qui est une variante de Cauchy-Lipschitz. Bon. Et ensuite, c'est de dire que TU en norme de Lipschitz, TU en norme de Lipschitz, alors, je fatigue un peu, c'est ma dernière phrase, j'essaie de reconstituer le plus simple, donc le U0 est lipschitzien, donc il y a une constante, le F est lipschitzien et tout ça, ça dépend. Donc, OK, donc vous allez avoir typiquement que D sur dt de TU est lipschitzien, avec une condition initiale qui est majorée par C fois la... je sais qu'à la fin, il y a un truc exponentiel, mais grosso modo, hein, la norme de Lipschitz de V entre linéairement dans la norme de Lipschitz de A. Donc ça fait juste une constante. La norme de Lipschitz de A vous crée une norme exponentiellement croissante par cette constante de la norme de Lipschitz de X qui vous donne la norme de Lipschitz de F. Ouf. Donc il y a différents termes. Vous voyez que vous allez avoir quelque chose comme la norme de Lipschitz de U multipliée par l'exponentielle de l'intégrale de 0 à t de la norme de U Lipschitz en S ds. Donc c'est typiquement le style de voilà, le style de majoration que vous pouvez obtenir. Voilà. OK, ça me paraît nettement plus correct. Plus la condition initiale. Fois l'exponentielle de 0 à t, exactement la même quantité. Bien. Donc c'est en fait U Lipschitz plus une constante, non un plus. Allez, hop, je m'arrête là. Bon, et ça, vous pouvez travailler là-dessus. Je vais virer le 1, on n'y comprendra plus rien autrement. Vous allez pouvoir itérer là-dessus pour montrer qu'il y a nécessairement un T0, et le truc important, c'est que le T0 ne dépend que de bornes sur la condition initiale et que vous l'estimiez, donc c'est comme ça qu'on peut dire que toute la trajectoire explose. Eh bien, là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que si vous prenez une boule de Lipschitz qui est majorée par R, et vous voulez essayer de trouver quelque chose, donc c'est majoré plus R, on va dire. Vous voulez trouver un domaine invariant dans cette transformation. Donc, et vous avez le choix de l'intervalle de temps sur T. Donc vous allez dire, je cherche un cas tel que la norme de Lipschitz sur K en temps S soit plus petit que K, quel que soit S dans 0T. Donc c'est le max, si vous voulez. Et je veux que la norme de Lipschitz, quel que soit le temps dans 0T0, soit à ce moment-là aussi majorée par K. Hein, c'est pas une véritable estimation a priori, c'est une zone invariante pour la norme de Lipschitz. Eh bien ça se fait sans difficulté, parce que si vous prenez déjà R plus grand que K, quand T est petit, ceci, ça se majore tout par C fois K et puissance KT, plus R. Oui, il me manque des morceaux. Donc, c'est pas exact là, ce que j'ai écrit là. Je crois que j'ai oublié, il y a par-dessus une nouvelle intégration en temps. Je suis désolé, je devrais l'écrire mieux. Attendez, je vais regarder mes notes, ce sera plus simple.
Je veux aller trop vite, je me presse pour vous libérer, et du coup, j'ai écrit une bêtise. Voilà. Alors évidemment, là, c'est mes notes pour le cas abstrait. Voilà. Donc pensez rien qu'au U0. J'aime pas laisser un truc aussi dégueulasse que ça. Donc ça, c'était pour l'estimation de convergence de type Cauchy. Et pensez juste au f égale à 0. Donc vous avez ce terme-là. Celui-là, il n'est pas dangereux, parce qu'il est beaucoup moins dangereux, parce que d'abord, il y a une intégrale de 0 à t, mais c'est celui-ci qui contribue le plus durement à la norme de Lipschitz. Donc on regarde la norme de Lipschitz dans ce cas-là, pour simplifier. Cette norme de Lipschitz, elle va donc se majorer par la norme de Lipschitz de U0. Donc ça, c'est mon R. Et elle se majeure par l'exponentielle de l'intégrale de 0 à t avec une constante de U Lipschitz. C'est ce que je vous faisais tout à l'heure, mais j'ai fait le f, pas le U0, et le f, j'ai oublié l'intégrale de 0 à t dans ce que j'ai écrit précédemment. Donc je ne risquais pas d'y arriver. Donc ça sera plus clair comme ça, je l'espère. Et donc, je reprends le même jeu, je prends un k qui est plus grand que r. Là, tout ceci, ça se majore par r et puissance c kt. Et ça, c'est clair maintenant que en t égale à 0, vous êtes en r. Donc, sur un intervalle de temps qui est petit, vous allez rester inférieur ou égal à k. En fait, vous pouvez définir t0 pour que ça soit égal. Ça fait un t0 strictement positif, qui ne dépend que de r. Donc voilà comment vous avez sans aucun frais une estimation de Lipschitz sur les itérations. Et une fois que vous avez une estimation de Lipschitz, c'est la démonstration habituelle avec la suite de Cauchy. Mais vous convergez dans une norme qui ne permet absolument pas de définir l'équation. Puisque l'équation, on l'a définie dans une norme... L'équation non linéaire, on l'a définie pour les fonctions lipschitziennes. Mais vous convergez dans une norme inférieure qui est la norme du sup. Vous pouvez le faire comme ça, grâce à l'interprétation naturelle en point fixe. Le fait que pour le MFG, on soit passé à la dérivée par rapport à x de la fonction valeur, la solution initiale scalaire s'appelle la fonction valeur, c'est de dire qu'au fond, au lieu d'écrire un équilibre sur les u, en termes de valeur, on écrit un équilibre sur les stratégies, ce qui est extrêmement naturel. Et le fait que ce soit une dérivée, on s'en fout complètement. Donc cet équilibre sur les stratégies, ce n'aurait même pas besoin d'être des dérivées. Donc ça, c'est encore une extension des MFG, écrite sur des champs de vecteurs, et qui est la plus consistante avec les formulations plus souvent admises, dans lesquelles le fait qu'il y ait des dérivés cachés, là-dedans, on ne s'en occupe pas. On ne le regarde pas. Donc, tout ça pour dire que oui, on peut regarder ces équations, les master equations sur l'espace de probabilité, avec un angle un peu différent au niveau plus de ce qui relève des stratégies que de ce qui relève des fonctions valeurs. J'ai presque envie d'oublier complètement les fonctions valeurs dans la définition des équilibres. Il y a des évaluations, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait des valeurs. Ce n'est pas la même chose. Et puis après, il y a cette remarque que la structure est telle qu'on peut avoir l'unicité, le caractère bien posé, grâce à une estimation sur les écarts dans une norme faible, la norme du sup, modulo le fait qu'on ait une solution lipschitzienne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut définir voilà ce que je voulais vous raconter sur les solutions Lipschitz. Je n'ai pas le temps de vous écrire un théorème abstrait sur une évolution, mais qui serait du style x point égale f de xx dans un espace de Banach.
et vous allez donner des informations. Vous avez des informations lorsque vous résolvez cette équation à y fixé. Et là, vous mettez tout ce qu'il faut. Alors, ce n'est pas une équation différentielle ordinaire au sens où ceci est défini sur l'espace. C'est une équation fonctionnelle au sens d'équation aux dérivées partielles. Et on s'aperçoit que la structure est effectivement générale. En fait, je me suis même amusé à m'en servir pour redémontrer un truc qu'on avait démontré avec Takis il y a très longtemps sur une équation complètement non linéaire d'ordre 2, éventuellement dégénérée, pour montrer que c'était bien posé localement en temps. Ça donne une démonstration très simple. Donc voilà, une petite remarque moralité. Petite remarque sur les équadifs. Un petit changement de point de vue sur les master equations. Donc comment réécrire ça pour avoir des formalismes qui soient les plus proches les uns des autres, dans l'espace d'état fini, dans l'espace hilbertien, sur les mesures, ou en particulier sur les mesures de proba. Et de vérifier que oui, comme on s'en doutait, le problème est bien posé localement en temps, et on avait déjà plein de résultats dans ce sens, mais qu'on a aussi une classe des régularités avec un critère d'explosion, avec la norme de Lipschitz, comme dans toutes les équations connues, on a des critères d'explosion classiques. Donc ça, c'était une étape qui n'est pas stupéfiante, mais qui est néanmoins propre, ce qui n'était pas tout à fait le cas de la situation jusqu'à présent. Au-delà, j'insiste sur est-ce qu'on peut définir globalement des notions d'équilibre faible. Je ne sais vraiment pas comment faire ça. En particulier, ça voudrait dire penser à un système hyperbolique non conservatif comme ça. Comment définir des solutions faibles? Donc, il y a le problème de multiplication de chocs, de multiplication de fonctions discontinues par des dérivés. Donc, il y a le floc, etc., qui ont fait pas mal de choses dans cette direction. Explorer beaucoup plus systématiquement cette structure qui est quand même assez particulière. C'est le même champ de vecteurs pour toutes les composantes. Est-ce que, du coup, on peut comprendre un tout petit peu quelles sont les solutions faibles, comment je peux multiplier, lorsque j'ai une discontinuité, un gradient U qui a une masse de Dirac sur une surface par un truc qui est discontinu sur la même surface, quel sens ça a? Et on sent bien que le problème, c'est que ce produit, il est multivoque. Et que le floc et compagnie, eux, ils essayaient de définir des critères anthropiques. Murat, le floc, essayaient de définir des critères anthropiques. Mais les critères anthropiques, ici, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'ont aucun sens. Donc on a assez naturellement des ensembles de solutions. Et dans lesquels, dans un temps ultérieur, il faudrait trier. Trier en rajoutant des règles de modélisation. J'ai un petit exemple que j'avais mentionné l'an dernier, dans le cours l'an dernier, parce que c'est lié à la croissance, tous les champs, des champs de vecteurs croissants par rapport à chacune de leurs coordonnées. Dans ce petit exemple, on voit qu'il y a une sorte de catalogue des solutions, une solution maximale, parce qu'il y a un principe d'ordre là-dedans, minimale, une solution obtenue par régularisation elliptique, les trois diffèrent, et en fait, il y a un continuum de solutions, et chacune des solutions dans cet exemple peuvent être atteintes par une régularisation différente. Elles sont toutes atteignables, elles ont toutes un sens. Donc il y a quelque part à dire que quand il y a un choc, il y a un choix que l'on fait, et ça c'est une règle pratiquement si on définit le jeu, c'est une règle sur les joueurs. Hein. Donc quand il y a une discontinuité sur les M, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et comment on évalue ce que l'on fait à ce moment-là. Donc ce sont des règles manquantes qui ne sont pas naturelles hein, du point de vue de la théorie des jeux. On ne va pas forcément penser à cela. Mais je pense que ça a du sens et j'espère que, bon, vu mon âge, je ne suis pas sûr que ce sera pour moi, mais je pense qu'un jour on comprendra mieux cette situation. Sur ce, je vais me coucher. Bonne nuit, à bientôt. Au revoir.